très noir. La princesse Taïkanga a l'âge de se marier. Et elle vit toujours sous le toit familial. Pourtant, ce n'est pas les prétendants qui manquent. Chaque jour, des hommes viennent de partout avec beaucoup de richesses. Un jour, le roi convoque toute sa population et lui annonce qu'il mariera Taïkanga au plus méritant. Le roi se lève et dit: je marierai ma fille Taïkanga à celui d'entre vous qui sera capable, à l'aide de ce bâton et de ce gobelet qui s'y trouve accroché, d'épuiser l'eau chaude de la marmite que voici au feu et de la vider tout entière. D'autres animaux sont passés, mais personne, aucun animal d'entre eux n'a pu réussir cette épreuve. Arrive le tour du lièvre. Il s'avance. Et il prend le gobelet, le plonge dans la marmite, le ressort plein de cette eau bouillante. Il fixe tout le monde. Il regarde le lion. Il s'avance vers lui. Il marche. Il marche et il s'arrête. Oh lion, je sais que tu es le plus fort parmi nous tous. Et je sais compter sur toi s'il m'arrive quelque chose. Dans des circonstances pareilles, très délicates comme ça, je ne peux pas te dépasser sans demander ton conseil. Et tous les hommes qui n'ont pas eu le courage de participer à ce concours ont compris à la fin que, quelle que soit la gravité ou l'urgence d'une affaire, elle est comme l'eau bouillante du roi. Si on la traite à plusieurs, elle finit par refroidir et devenir vivable. Il y a un train qui vient de Haotoé. Il y a un train qui vient d'Arlit. Il y a un train qui vient de Katanga. Il y a un train qui vient de Gao. Il y a un train qui vient de Marikana, du sud et de tout l'arrière-pays du centre. Non. Non. Ce ne sont pas des marchandises qui transportent ces trains. Plutôt des humains. Des humains de toute génération. Des jeunes et des vieux hommes africains. Ils sont enrôlés pour travailler sous contrat dans les mines d'or, de fer, de phosphate, d'uranium, d'ici et d'ailleurs. Des gaz lacrymogènes et des canons. Et lorsqu'ils entendent ils pensent, ils maudissent. Oh. Viens croise en ville Lilinga, une amie depuis le collège. Elles évoquent leur enfance et partagent leur chagrin. Au cours de leur rencontre, Lilinga lui dit: Faouzia, viens avec moi au Liban. J'en reviens il y a quelques mois.
Je suis là-bas depuis 2 ans. J'y travaille. Mon rêve, c'est de revenir au pays, m'installer dans un an. Le Linda confie Faoudia à un Libanais qui s'empresse de la conduire dans sa voiture qui démarre. Au cours du chemin, aucune conversation ne s'échange entre le Linda et son hôte. Elle parle français, lui l'arabe. Chiganga de pom la blemo jidalo nyemenya fike ma bero Nyemenya fike ma bero Nyemenya fike ma bero Nyemenya fike ma bero Chiganga de pom la blemo jidalo. Ses rêves partis en fumée. Un autre destin à reconstruire. Tu es à la fois risque et menace. Tu te situes donc entre magie et crainte, entre appel et répulsion. Ainsi donc, tu n'es qu'un mirage. Tu attires les ambitieux pour enfin toi-même te transformer en ce puissant torrent répulsif, noyant rêve et espoir de ceux qui sont à la quête d'un tout petit grain de bonheur. D'un tout petit grain de bonheur. Un tout petit grain de bonheur. Toi qui nous attires et nous fuis, toi l'insaisissable, explique-moi. Explique-moi cette relation qui mêle admiration et répulsion, peur, amour et mépris. Sur l'une des plages ouest-africaines, une grande bâtisse. Dans cette bâtisse, de petites chambres. Et dans ces petites chambres, ils sont entassés, parqués, empaquetés comme des sardines. Ils ne connaissent que la nuit depuis le jour de la capture. À chacun de leurs déplacements, la chaîne à leurs pieds joue du grelot. De loin, Suarez, le maître négrier, ayant entendu le cri de l'enfant, arrive. Il fait ouvrir la porte, ordonne à la négresse de sortir avec son enfant. La négresse mère dans ses bras porte son bébé. Et Suarez lui dit, grimpe sur ce promontoire. Alors la négresse pose sur Suarez un regard de bénédiction, comme pour dire, il ne sait pas ce qu'il fait. La négresse serre dans ses bras son bébé contre sa poitrine, puis se soulève de tout son poids et se fracasse contre une vague géante qui s'empresse de les emporter. Elle
elle se saisit d'un balai en manche qu'elle casse en deux, puis se trouve avec deux morceaux de bois au bout pointu entre ses deux mains. Elle plante son regard dans celui de Suarez. Puis, elle se met à se transpercer le ventre à coups répétés. De son ventre ballonné jaillit beaucoup de sang, qui coule le long de ses jambes, puis forme une mare sous ses pieds. Vidée de son sang, elle s'écroule dans cette mare visqueuse, le regard toujours planté dans celui de Suarez. Comme pris dans un étau macabre, Suarez devient fou allié. Elles se sont toutes seules donné la mort. Vous êtes témoins. Elles se sont toutes seules donné la mort. Il a tout donné. D'accord. Avia la voix. D'accord. Oui, non. De l'esclavage à la liberté, il n'y a qu'un pas. Mais pour y arriver, ce pas doit être porté par des ailes de ruse, de sagesse et de... C'est ce que ma grand-mère avait l'habitude de me dire lorsqu'elle me racontait l'histoire d'un roi et de son trésor. Il était une fois un roi heureux. Il était très heureux. Ce roi était tellement heureux parce qu'il avait un trésor, pas comme les autres. Parce qu'il avait un trésor extraordinaire. Et ce trésor était un oiseau. Un jour, le roi se préparait pour un grand voyage. J'aimerais qu'une fois arrivé dans mon pays, tu ailles dans la forêt où je suis né. Au plus profond de cette forêt, il y a un arbre blanc. Dans cet arbre, il y a des milliers d'oiseaux de même couleur, exactement comme moi. Ce sont mes frères. Et tu leur diras où je vis, comment je suis. Tu leur raconteras nos conversations, la cage d'or surtout. Hein? Et puis tu leur diras que je pense souvent à eux et que je suis en bonne santé. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Considère que c'est fait. Il a marché sur des arbres pendant des heures. Et il est arrivé devant un immense arbre blanc. Eh oh! Salut! Je vous apporte les saluts fraternels d'un de vos frères qui vit chez moi dans une cage au barreau d'or. Roi a-t-il fini de parler quand des oiseaux tombent, comme s'il était foudroyé par quelque chose. Alors le roi se court. Il s'approche. Il ramasse l'oiseau. Il le tourne. Il le retourne. Il le secoue. Mais il n'avait plus dans les mains que le corps d'un oiseau mort. Et le roi s'est mis à raconter ce qui s'était passé dans la forêt là-bas. Mais à peine le roi a-t-il fini de parler que son oiseau tombe au fond de la cage comme une pierre. Il ouvre la fenêtre. Il dépose sur le bord de sa fenêtre le corps de son oiseau. Se redresser et puis s'envoler vers le plus grand arbre de son jardin. Mozo. Et l'oiseau lui disait: Merci! Merci beaucoup, roi de ton pays! Tes nouvelles étaient de bonnes nouvelles pour moi. Rassure-toi, l'oiseau que tu as vu mourir là-bas dans la forêt n'est pas mort comme tu le croyais. Non, 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 non. Il m'expliquait comment je devais faire pour avoir ma liberté. Merci, roi de ton pays. Que le roi a lentement fermé la fenêtre.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara.